Encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Ndar TV. Au sommaire de ce mardi 18 mars 2025, éliminatoire Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique 2026, le Mali attendu au Maroc. Tournoi qualificatif CAN U17 de la zone UEFA A, le Mali sera la terre d'accueil. Amis sportifs, encore une fois de plus, bonsoir, je suis avec mon consultant et l'analyste, l'infatigable Gilles Youbi, qu'on va présenter cette émission en duo aujourd'hui. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Il y a la forme, comme d'habitude, Ouais, comme même s'il y a les carèmes et les ramadans. Ouais, bon, disons que c'est pas facile au quotidien, mais bon, on s'accroche. On s'accroche. 18e jour du mois de Ramadan et c'est le combienième pour le mois de carême je crois que c'est le 13e ou le 14e. Le 13e, on se suit. Oui, effectivement. Ok, j'espère que ça ne sera pas un championnat à mano quand même, comme la Liga espagnole cette année. Ah, bon. Pas vraiment, les jours sont connus, la fin est connue pour tout le monde, donc okay. le moment venu chacun célébrera sa fête. Ok, alors on va démarrer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis, les Aigles du Mali qui vont jouer contre les Comores ce jeudi et après contre la République centrafricaine le lundi à venir. Comment est-ce que vous voyez ces deux rencontres des Aigles? Bon, déjà, c'est effectivement des matchs cruciaux pour se relancer un peu pour remonter un peu dans le classement. Le Mali n'est pas très bien situé. En tout cas, le Mali n'est pas à la place où il devrait être. Maintenant, c'est deux matchs importants. C'est deux matchs il faut prendre ces matchs avec pas de bons bouts. Vous savez, les équipes comme les Comores que le Mali s'apprête à affronter, c'est des équipes qui posent beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a plus de petites équipes. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure parce que de plus en plus les équipes, bon, on va dire de bas des tableaux comme ça, affichent déjà certaines ambitions, essayent de se construire. Donc ça va être des matchs difficiles, surtout que la liste du Mali, moi personnellement, ne m'a pas beaucoup convaincu. Parce que, contrairement aux années précédentes, on avait quand même des joueurs qui évoluaient dans des top clubs, à des top niveaux. Mais là, il y a à peine 2-3 joueurs qui jouent dans des grands championnats. Donc ça veut dire que sur le plan individuel, déjà, le Mali a perdu quelque chose sur le plan du talent individuel. Donc maintenant, il faut que le Mali essaye de retrouver, et c'est ça que l'encadrement technique doit travailler. Le Mali doit essayer d'avoir plutôt une équipe, doit avoir une cohésion d'équipe pour pouvoir espérer s'en sortir. Sinon, le Mali ne fera pas long feu dans cette compétition. Et cette équipe des Comores, elles sont premières du groupe avec 9 points, on peut le dire ainsi, devant les Ghana. Voilà, donc c'est ce que le Mali se retrouve à la 4e place avec 5 points seulement. C'est ce que je disais. J'étais en train de vous expliquer tout que de plus en plus ces équipes ont des ambitions. Et lorsque vous vous retrouvez 9e, lorsque vous vous retrouvez premier avec 9 points, forcément les Comores vont vouloir accrocher une qualification pour la Coupe du Monde. Donc ils vont tout faire justement pour conserver la première place. Et c'est ça qui va rendre la tâche un peu plus difficile pour le Mali. Mais comme j'ai dit, le Mali ne peut plus compter sur les individualités parce que de façon honnête, le Mali n'en a plus assez. Le Mali n'en a plus. Le Mali n'en a plus. Oui, le Mali n'en a plus assez. Les Nédorgelès sont là. Oui, mais ils jouent où? C'est quoi les statistiques? Si vous prenez les statistiques, en fait, vous citez des noms parce que vous avez de la nostalgie, parce que vous avez des attentes, vous avez placé des attentes sur ces joueurs-là. Mais sur le plan pratique, si vous prenez les statistiques, ils ne font pas de gros stats. Ils ne jouent pas dans des top clubs européens, dans des top championnats européens. Donc ça veut dire que sur le plan individuel, le Mali ne peut plus compter sur des prouesses individuelles des joueurs. Le Mali doit maintenant plutôt essayer, le coach doit essayer de créer une cohésion d'équipe, parce que la cohésion, une équipe collective. Oui, voilà, doit essayer de créer un collectif, parce que même si vous n'avez pas le talent individuel, le collectif peut vous faire aller loin, peut faire en sorte que vous allez loin. Il y a plein d'exemples. Ok. Au-delà de ça, toujours les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, à votre pays, le Cameroun, va jouer demain, mercredi, contre les derniers de son groupe, les Swatini. Oui, c'est les Swatini, c'est en Afrique du Sud. Enfin, et puis le match va se jouer en Afrique du Sud, oui. Après, et puis le Cameroun recevra la Libye.
Enfin, oh bon, je ne suis pas très inquiet que le Cameroun affronte les Swatini, même si... Ils sont derniers du groupe. Voilà, surtout, ils sont derniers du groupe. Et puis 4 matchs, 4 défaites à l'Eswatini. Voilà, et puis le Cameroun, depuis que Marbrice est là, le Cameroun n'a toujours perdu aucun match. Même si c'est difficile quand même à l'extérieur pour le Cameroun, depuis qu'il est là. Mais le Cameroun n'a toujours perdu aucun match. Je suis pas très inquiet parce que voilà, on a essayé d'amener du 109 dans cette équipe-là. Il y a deux bons joueurs qui sont arrivés sur le front qui vont renforcer davantage l'attaque du Cameroun. Donc je pense que voilà, même si Zamboanguissa ne jouera pas ce match, mais je pense qu'il y a de quoi formuler. Zamboanguissa, oui, ne jouera pas ce match parce que voilà, il est de retour de blessure, donc il jouera probablement contre la Libye. Mais tout comme Fodé Doucourou qui a déclaré forfait pour les Aigles du Mali aussi. Voilà, donc. Okay. Et ce match contre la Libye qui sera un match en haut du tableau, le premier contre le deuxième, le Cameroun est premier avec 8 points, la Libye deuxième avec 7 points. Oui, c'est un match piège pour le Cameroun. Bon, je vais d'abord vous dire une vérité, c'est que le Cameroun ne perd jamais à domicile. Bon, c'est arrivé une fois, sur ces dernières années, c'est arrivé une fois contre l'Algérie, mais globalement, et c'était même pas sur le stade Amadou Ahidjo, c'était à Japoma que le Cameroun avait perdu contre l'Algérie. Voilà, mais sur le stade Amadou Ahidjo, le Cameroun, ça fait des années, le Cameroun n'a pas perdu le moindre match sur le stade Amadou Ahidjo, donc je ne suis pas inquiet. Enfin, je ne suis pas inquiet. Le Cameroun ne perdra pas à Amadou Ahidjo. Je prends le risque aujourd'hui. Amadou Ahidjo contre la Libye, le Cameroun ne va pas perdre. Voilà, mais c'est un match piège parce que le Cameroun peut finalement faire un match nul peut-être parce que la Libye, vous l'avez dit, est deuxième. Mais aussi, la Libye vient de recruter un coach. Aliou Cissé qui n'est pas n'importe quel coach, c'est rien qui a prouvé pendant de nombreuses années avec le Sénégal. Donc il prend une nouvelle équipe et on sait souvent que quand un coach prend une nouvelle équipe, il impulse une certaine dynamique qui fait en sorte que voilà, les équipes gagnent de plus en plus. Donc c'est pour ça que ce match peut être un match piège, mais globalement, je ne suis pas inquiet quant aux victoires du Cameroun sur ces deux matchs. Ok. Et votre pronostic pour ces matchs contre la Libye, même si on va revenir dans nos prochaines émissions? Non, le Cameroun va gagner le match. Le score? Comme d'habitude. Vous savez que je donne rarement les scores parce qu'après c'est difficile, mais bon, je crois quand même que le Cameroun va gagner. Et je ne pense pas que si Mohamed Diarra Diomandé était là, il serait d'accord avec vous, mais un clin d'œil à lui quand même s'il n'est pas là aujourd'hui. Alors Gilles, on va parler aussi des catégories un peu inférieures, tournoi qualificatif à CAN U17 de la zone UEFA A. Le Mali sera la terre d'accueil. Oui, l'UEFA compte grandement sur l'hospitalité légendaire malienne pour la bonne tenue de ces compétitions et autres activités phares. Est-ce un plus pour la FEMAFOOT d'organiser cette compétition de qualificatif de tournoi UEFA? Oui, clairement c'est un très grand plus pour la FEMAFOOT parce que même si c'est un tournoi juste qualificatif qui concerne les catégories inférieures. Puis de la zone UEFA seulement, de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est pas grave. Il faut déjà commencer à organiser ce genre d'activité. Ouais. D'abord parce qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures sportives. Tout à fait. Donc, à ce jour, j'ai lu, le Mali compte pas moins de 5 stades homologués, dont 2 à Bamako et 3 à l'intérieur du pays. Voilà, donc il faut mettre en activité ces infrastructures sportives là premièrement. Deuxièmement, il faut faire du Mali une terre de football. Si la FEMAFOOT veut avoir les moyens, si la FEMAFOOT veut que le football, si le gouvernement aussi veut que le football malien soit prospère, il faut faire du Mali finalement une terre d'accueil, une terre d'accueil footballistique. Voilà, maintenant il y a d'autres commodités qu'il va falloir assurer. Et comme quoi et quoi? Bon, le transport par exemple, le transport, le logement, toutes ces choses, la sécurité qui est un plan très important, la sécurité au stade. Vous avez vu que lors des championnats, c'est souvent très difficile pour la FEMAFOOT d'assurer la sécurité. On a fait des débats ici où on disait qu'il faut que la FEMAFOOT assure la sécurité. Donc, c'est sur ce point-là que la FEMAFOOT devra travailler, mais c'est une très bonne chose pour la FEMAFOOT. Et honnêtement, on a hâte de voir d'autres joueurs, des joueurs d'autres nationalités venir jouer au Mali.
Ok, j'ai vu, on va partir maintenant sur le plan national et les championnats nationaux. 15e journée des championnats nationaux de Ligue 1 professionnelle. Et cette 15e journée qui va prendre fin ce mardi. D'ailleurs, les deux matchs qui devaient se jouer hier ont été reportés. Donc, ils vont se jouer aujourd'hui en première heure, c'est-à-dire à 16h30. L'AS Bakarijan jouera contre l'US Bougouni. Et puis à 18h45, le Benga FC en découdra avec le FC Diarra. Je l'oublie toujours. Déjà, avant-hier, les stades maliens, votre stade malien dispose. Et tranquillement, la SRL de Bamako, 3-0. Le stade malien qui est en train de renouer avec la victoire. Oui, je vous avais dit la dernière fois qu'ils ont connu... Ils sont en train de revenir avec la force. Oui, je vous avais dit la dernière fois qu'ils ont connu une petite phase où ils n'étaient pas très concentrés dans le championnat. Et c'est bien normal. Toutes les équipes ont ces phases-là durant une saison. Maintenant, ils sont en train de recouvrir la forme et gagner une équipe comme l'AS Real de Bamako par ce score-là, ça prouve qu'ils sont à prendre désormais très au sérieux et que Djoliba doit faire attention parce que derrière lui, il y a un concurrent très sérieux qui est en train d'arriver. Le moindre faux pas du Djoliba donnera la chance au stade malien de passer devant. Donc on aura finalement un championnat qui sera serré jusqu'à la fin parce que le Djoliba a laissé créer 3 points, et c'est 3 points qui peuvent finalement coûter le championnat au Djoliba à la fin. Ok, alors Jules, du côté des buteurs Sadis, on a Siaka Djabi, Bakary El Gakou et Mokhtar Sissevou, l'attaquant vedette du stade malien qui est en train de revenir en force. Oui, c'est une bonne chose. Comme j'ai dit, il faut... Vous savez, le plus compliqué dans une saison pour des joueurs, c'est d'avoir la régularité. Et il ne faut jamais perdre le fil, il ne faut jamais perdre espoir lorsque on a des moments de moins bien, parce que ça arrive à tout le monde. Vous voyez même dans les grands championnats, il y a des joueurs qui passent pendant 1-2 mois, ils n'arrivent pas à marquer, ils n'arrivent même pas à jouer tout court. Donc c'est des phases qui arrivent. Maintenant c'est au mental que ça se joue. Et lorsqu'un joueur parvient à se relever de cette phase-là, s'il atteint sa vitesse de croisière, voilà, ce sera bon pour le stade malien. Et au même moment, au stade de Salif Keita de Kati, on peut le dire, l'US Bougouma a dominé également l'association sportive de Korofina. Esco 3-0. Ousmane Diarra, 6e minute. Sekou Essa Debikili à la 35e minute. Et Amadou Diarra a fait le break à la 85e minute pour l'US Bougouma. Les Rouges du Djeliba aussi ont renoué avec la victoire en battant les Étoiles du Mandi 2-0. Youssouf Sempara, l'attaquant vedette du Djeliba à la 56e minute. Et Kader K. Armel, l'Ivoirien, à la 63e minute sont le buteur de Lubissia. Cette victoire va faire du bien aux Rouges. Les oui, tout à fait. Même s'ils sont poursuivis par les Stades maliens, 3 points. Ouais, toutes les façons, ils sont obligés de gagner pour gagner le championnat. Ils sont obligés de gagner des matchs pour conserver la tête du championnat. Ils n'ont pas le choix. Le jour qu'ils vont perdre des points, le Stade malien va pointer son nez à l'horizon. Donc ils doivent absolument continuer sur cette lancée, continuer à gagner. Et ça va être compliqué jusqu'à la fin parce que il n'est jamais évident de conserver une vitesse de croisière lorsque vous avez un concurrent sérieux derrière parce que vous voulez toujours bien faire. Et comme je vous l'ai dit, le jeu du Djoliba ne me convainc pas vraiment. C'est pas un jeu attractif. Mais après, on n'a pas besoin de jouer un football attractif pour gagner des matchs. Mais le niveau du Djoliba est tel que si en face d'eux, il y avait des équipes qui avaient des joueurs qui ont un niveau comparable au Djoliba, le Djoliba serait... Le Djoliba ne pourrait même pas concourir pour le championnat. Comme je dis, c'est une équipe qui est trop terne, elle est trop fat, elle joue un jeu basique, elle joue un football basique. C'est-à-dire que c'est à l'Atlético Madrid ou bien... Non, c'est même pas à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a des principes de jeu. Vous savez, les équipes ont des principes de jeu. Et c'est ça le problème du Djoliba, c'est que vous n'avez pas l'impression... Ils ont un tacticien, un coach appelé le Pep Guardiola malien, Demba Mamadou Traoré, qui est un coach qui aime jouer avec la possession. Vous me permettez de vous poser une question? Vas-y. Est-ce que quand vous regardez Djoliba jouer, vous avez l'impression que c'est un Pep Guardiola qui encadre cette équipe? Pas tout à fait. Voilà, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Peut-être ce sont ces idées. Il n'a pas ces joueurs. Peut-être que vous savez, le tout c'est vous avez les coachs ont des idées. Maintenant, il faut les joueurs qui vont mettre ces idées en place. Et peut-être qu'il n'a pas ces joueurs-là. Et donc, lorsque vous n'avez pas les joueurs qui peuvent s'adapter à votre système de jeu, vous devez donc vous adapter vous à ces joueurs-là parce que de toutes les façons, vous n'allez pas recréer les joueurs.
Si vous n'avez pas les joueurs qui peuvent jouer tactiquement comme vous voulez, tactiquement et techniquement comme vous voulez, vous êtes obligé de vous adapter à eux. Et c'est donc ça le problème. Le Djoliba a un jeu beaucoup collatéral, c'est des passes latérales, des passes en retrait, on saute les lignes, on compte sur la grande taille de Sempara qui va faire des petites déviations ça et là, ouais. On compte sur quelques... un peu direct quoi. Ouais, c'est un style beaucoup trop embrouillé, je ne sais pas comment on va qualifier ça. Est-ce que c'est pas le fait que vous n'êtes pas aussi trop fan de ces clubs? Non, non, aucun rapport. Vous êtes non, je ne suis même pas Stadis en tant que tel. J'apprécie juste la façon de gouverner du Stade Malien. Ça ne fait pas de moi un fan absolu du Stade Malien. Non, je ne suis pas un fan absolu du Stade Malien. Okay. Moi, je suis un journaliste. Vous aimez le beau jeu seulement. Un consultant. Je n'aime pas. C'est pas une histoire de beau jeu. Okay. Je suis quelqu'un qui observe. Si j'aimais le beau jeu, bah, je ne pouvais pas supporter le Real. Je ne pouvais pas être un fan du Real Madrid. Mais les Real aussi, des fois, c'est du beau jeu, même si c'est pas tous les matchs. C'est très rare. Depuis au moins 10 ans, le Real ne joue pas un football très flamboyant comme on peut voir pour certaines équipes. Ouais. Donc, je disais que je suis quelqu'un qui observe, qui fait une analyse. Ce que je dis aujourd'hui, vous pouvez le demander à 10 journalistes qui regardent le Djoliba jouer tous les jours. Régulièrement les championnats. Ils vous diront presque la même chose que moi. Okay. Le Djoliba n'a pas de principe de jeu. Il faut être honnête. Le principe de jeu, c'est soit on joue il y a beaucoup de principes de jeu. On peut jouer la possession. On peut jouer comme Atlético, comme l'Inter le fait. On joue en bloc médian ou en bloc bas. Après, on explose rapidement. On procède par des comptes. On procède par des comptes, par des transitions rapides. On peut jouer un football énergivore comme Liverpool le fait, avec un pressing haut. On peut jouer un football de possession comme d'autres équipes le font. On peut même jouer comme le Real si vous voulez. Ça dit que le Real qui procède en transition rapide. Mais le Djoliba n'a aucun de ces principes. Le Djoliba, c'est ok, on a le ballon, on fait la passe au latéral qui va chercher un milieu de terrain qui parfois n'est pas là, qui parfois est absent pour venir récupérer le ballon. Je vous dis les choses que j'ai observées et ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça peut me valoir, des cailloux, des coups de poing. Non, pas des cailloux. J'espère que les supporters de Djoliba sont raisonnables. Oui, je l'espère aussi parce que généralement quand on est au stade, on évite de dire certaines choses. Mais il m'est arrivé de voir plusieurs matchs de Real avec des confrères qui avaient la même analyse que moi. C'est-à-dire que c'est un jeu. C'est un jeu, ils n'ont pas de principe. Okay. Concrètement, par exemple, et là, vous allez sûrement dire que je suis un fan du Stade Malien. Concrètement au Stade Malien, qui a des principes de jeu, c'est-à-dire que le Stade Malien passe beaucoup par les côtés. Ils comptent sur la créativité des couloirs. Ils ont des très bons couloirs. Voilà. Dado Koulibaly et Ousmane Koulibaly de Kalaba qui a quitté d'ailleurs du Djoliba pour le Stade Malien. Voilà, vous voyez donc que c'est un principe de jeu. C'est-à-dire qu'ils prennent déjà ils pressent beaucoup. Le Stade Malien presse beaucoup. Et quand ils pressent beaucoup, ils passent beaucoup par leur côté. C'est une analyse que je fais, je peux me tromper bien évidemment. Ok, alors Djoliba, on va dire les autres résultats de cette 15e journée. Samedi, l'AS Police a battu aussi les 11 créateurs dernière, 3-0. Et vendredi, en ouverture de cette 15e journée, l'Afrique Football Elite a fait l'USFA se sont quittés sur le nul de 0-0. Djoliba, on va changer de discipline cette fois-ci. On va parler un peu d'arts martiaux. Je ne sais pas si vous êtes pratiquant. Non, je ne suis pas pratiquant. Mamar Djara Djoumandé quand même est pratiquant de cette discipline arts martiaux, même s'il n'est pas pratiquant de l'aïkido, il est quand même du côté de Kiksu, là oui. Très bien, ça c'est l'art martial. Je pense qu'on a fait un dossier sur cette discipline. D'ailleurs, on est parti voir aussi les aikidoka ici au Mali. L'aïkido qui est un art martial en forme de self-défense avec des techniques tellement particulièrement qu'elles permettent de préserver l'intégrité de l'adversaire. C'est le principe de non-violence qui prédomine. Obtenir le désarmement volontaire de l'agresseur est à la fois l'objectif de la méthode de l'aïkido. On est allé à la rencontre de ces héritiers de cette discipline ici au Mali. Suivant les reportages. Comme la plupart des budo modernes, judo, karaté et kendo, l'aïkido fait partie des arts martiaux développés durant les périodes de guerre qui furent modifiés lors des périodes de paix. Cette discipline d'art martial a été introduite au Mali en 1963 par Maître Van Beya, coopérant français d'origine vietnamienne. Aujourd'hui, Maître Abdoulaye Temeli, ceinture noire 3e dan, nous explique. Depuis des temps passés, à travers le fondateur même, il a créé cette discipline dont il n'y a pas de compétition. Pour lui, tous les aikidokas, tous les pratiquants d'aïkido sont des champions.
Il n'y a pas de vainqueur ni vaincu. Sekou Damele, fervent pratiquant d'aïkido, ceinture marron, donne plus de détails sur les catégories, autrement les ceintures de passation. On commence par la ceinture blanche. Donc après la ceinture blanche, on va à la ceinture jaune. Et pour la ceinture orange, il faut 8 mois. Et la ceinture verte, il faut 12 mois. Oui. Et la ceinture bleue, il faut 14 mois. Et la ceinture marron, il faut 2 ans, 24 mois. Côté physique, la pratique de l'aïkido développe la souplesse, favorise les relâchements musculaires, améliore le placement du corps et cultive en se pratiquant l'esprit du respect de l'adversaire. La base même, c'est le déplacement. Sans déplacement, il n'y a pas l'aïkido. On travaille avec les déplacements et puis on ajoute avec aussi les mains. Actuellement, les maîtres sont fiers de voir la discipline se développer partout au Mali. Moi, je vais dire aux jeunes gens de venir s'entraîner comme il faut. Demander au professeur ce qu'il ne connaît pas, lui aussi il doit chercher chez son professeur et puis ils vont les remettre encore. Je leur demande seulement de faire un bon aïkido. L'aïkido est un art populaire praticable par tout le monde. Tout d'abord, ça donne la santé, ça donne aux enfants d'être intellectuels et puis à travers cette discipline, tu peux te maîtriser soi-même. Ainsi, l'aïkido est l'art d'autodéfense efficace et adapté à la vie. L'aïkido enseigne comment utiliser les mouvements circulaires et fluides pour déséquilibrer, projeter ou immobiliser un adversaire. Alors, Jéroubi, nous arrivons ainsi à la fin de cette émission. Comment est-ce que vous voyez le football malien ici, au Mali? Comment je vois, bon, ce que je vois, c'est que la FEMAFOOT fait beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir un bon niveau. Il faut être honnête. La FEMAFOOT essaye de se donner les moyens parce que l'organisation du championnat, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais surtout, je trouve que la FEMAFOOT se débrouille quand même à vouloir bien organiser le championnat parce que le championnat se joue de façon régulière depuis qu'il a commencé. Ouais. Il n'y a pas eu d'interruption majeure. Donc c'est une bonne chose. Vous voyez quand même en pleine période de Ramadan, ouais, le championnat se joue. Donc ça veut dire que la FEMAFOOT a quand même la volonté de bien faire les choses. Mais après, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut beaucoup d'autres choses. Comme je l'avais dit, je le dis chaque fois, les responsables des clubs, même la FEMAFOOT doivent comprendre que le football c'est un business hautement rentable. Et tant que les dirigeants des clubs ne se rendent pas compte que les clubs qu'ils ont peuvent être des entreprises qui peuvent générer des revenus, on aura toujours ce genre de championnat où à la fin du championnat vous allez voir il y a 5 bons joueurs du championnat qui iront ailleurs parce qu'ailleurs on propose mieux. Pourquoi on propose mieux? Parce qu'ailleurs il y a les gens sont beaucoup plus dans les conditions. Les gens sont dans les conditions parce que là-bas les gens ont considéré que c'est des vrais. Prenez un club comme le tout-puissant Mazembe par exemple qui a construit son stade. Comment ils ont fait pour construire leur stade? Parce que justement ils ont décidé que le tout-puissant Mazembe ne doit pas seulement être un club de football, mais doit être une entreprise. Et en faisant ça, ils ont généré les revenus qu'il fallait, ils ont injecté l'argent qu'il fallait, ils ont généré les revenus, ils ont construit le stade. Et maintenant, voilà, c'est devenu un top club. Mais s'il y a ce genre d'investisseurs, ce genre de présidents comme le tout-puissant Mazembe en a ici au Mali. Le problème justement, c'est qu'il n'y a pas les conditions pour qu'il y ait les investisseurs. C'est ça le problème. Okay. Vous savez, jouer le championnat simplement ne suffit pas. Enfin, c'est ce que je pense. On peut jouer, on peut organiser. Vous et moi, on peut se concentrer. Vous et moi ici, on peut se concentrer. On organise un championnat au quartier. Mais ce n'est pas pour autant que notre quartier deviendra une plateforme, une plaque tournante du football au Mali. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de moyens. On n'a pas ce qu'il faut pour attirer les investisseurs. Les investisseurs, les gens n'investissent, personne ne va investir son argent dans des situations, dans des conditions où il n'est pas sûr d'avoir le bénéfice d'abord. Okay. Donc il faut créer ces conditions-là.
comment créer ces conditions, ça c'est aux dirigeants de la FEMAFOOT et aux dirigeants des clubs, parce qu'eux aussi, ils sont visés. Et puis, bon, on va dire, plus un pays est dans l'instabilité politique, et moins ça attire les investisseurs. Tout à fait. Il y a ce point-là aussi à souligner. Voilà, il y a ce point à souligner. Bon, on ne parle pas de politique, mais c'est un fait. Il y a ce point à souligner. Donc moi, je pense honnêtement que, voilà, un autre aspect du football dont on ne parle pas beaucoup, le football jeune, il est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des tournois jeunes qui sont organisés? Oui, c'était organisé auparavant, mais maintenant ces tournois voilà. sont... Vous voyez donc que c'est un problème. Oui, c'est un peu mort. Parce que si le football jeune n'est pas organisé, la relève viendra d'où? Tout à fait, c'est difficile. C'est pour ça que le Mali rayonnait dans les compétitions inférieures, dans les compétitions catégories. Justement. Et après les Coups du Monde Junior. Oui, mais et après, depuis le temps de Seydou Keita. Et après, vous avez vu que beaucoup des joueurs de ces catégories-là finalement n'ont pas performé en équipe nationale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le bon suivi. Donc c'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Quand on le dit comme ça, les gens estiment que si on me nomme président, si on me nomme peut-être responsable à la FEMAFOOT, je ferais mieux. Peut-être pas. Mais au moins, quand on observe, on fait des observations, on fait des propositions, on fait de grandes remarques. Mais je dis et j'insiste encore, les responsables des clubs doivent se rendre compte que les clubs qu'ils ont doivent être des entreprises. Okay. Et si vous créez un club comme une entreprise, c'est-à-dire que vous cherchez des investisseurs, même si c'est difficile, il peut y avoir des investisseurs. Si vous cherchez des investisseurs, vous investissez dans votre club, vous investissez dans la formation, vous investissez pour que les joueurs soient dans les conditions, forcément ça va être rentable. Parce que si au cours d'une saison, d'une année comme celle-ci, par exemple, un club de deuxième division investit bien, il n'est pas impossible que vous ayez des grands clubs qui viennent frapper à votre porte, des grands clubs européens qui viennent frapper à votre porte pour avoir 1 ou 2 joueurs. Ouais. Or, si vous avez au cours d'une saison, si vous vendez un seul joueur à seulement 1 million d'euros, vous avez 650 millions de francs CFA. Mais 650 millions de francs CFA, c'est déjà quelque chose qui peut vous permettre d'enclencher un processus, et ainsi de suite. Vous pouvez vous retrouver. Imaginez-vous, vous avez 10 clubs au Mali qui font cette politique-là. Et ces 10 clubs au Mali, par an, vendent seulement un joueur à 1 million d'euros. Wow. Imaginez que 10 clubs au Mali aient un budget pour commencer de 500 millions de francs CFA par an. Pour débuter leur championnat, ils ont un budget de 500 millions. Pour un début. Et ce budget est issu de quoi? De la vente d'un seul joueur. Imaginez-vous un peu le niveau que le championnat pourrait avoir. Ouais. Comme je l'avais dit une fois. Mais c'est pas concevable que des joueurs viennent jouer un championnat de première division en moto. Que des gens prennent le moto-taxi pour aller jouer, pour aller s'entraîner. C'est pas normal. C'est pas normal, là, j'ai lu. J'espère que les dirigeants et les responsables sportifs ont pris note, Gilles Youbi. Et c'est la fin de cette émission que nous avons eu l'immense plaisir de présenter en duo Gilles Youbi, qui était là comme consultant et analyste. Il a décrypté tout ce qu'il a observé dans les stades, dans les journaux et durant les matchs qu'il a suivis aussi. Gilles Youbi, merci encore une fois de plus. Merci. Et un remerciement à la réalisation, à l'équipe technique et la dynamique équipe technique, Salif Keita qui est à la tête de la réalisation. À très bientôt, chers amis sportifs, pour d'autres informations sportives sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.